Pour introduire un petit peu ces tables rondes, on a beaucoup parlé ce matin, enfin on a évoqué en tout cas le fait qu'il était important de rentrer par la classe et par le terrain dans ces questionnements. Il s'avère que j'ai enseigné pendant presque une dizaine d'années en établissement REP en banlieue nord parisienne. Et je vais essayer de trouver quelques petites anecdotes du terrain qui peuvent peut-être illustrer ces questionnements. Celui que je vous propose sur cette table ronde, c'est la réaction de Mamadi en troisième, à une époque où l'attraction gravitationnelle faisait partie du programme de sciences physiques, face à une vidéo présentant l'alunissage d'Armstrong, qui m'explique que bien évidemment cette vidéo a été tournée dans le Sahara, et quelle preuve irréfutable je peux lui apporter de finalement l'alunissage des Américains sur la Lune. Quel est le savoir dans cette anecdote qui permet de faire entrer les élèves dans une culture de l'humanité? Quel est le contenu, quel est le contenant, comme l'évoquait Thomas Courcouk ce matin? Est-ce qu'il est question d'attraction gravitationnelle ou est-ce qu'il est question de différenciation entre une connaissance et une croyance? Je vous passe donc la parole. Alors, en 7 minutes, pour partager le temps de manière égalitaire, suivant les genres et les âges, je vais vous lire. Ma réflexion est sur qu'est-ce qu'on met derrière le mot culture. Alors, j'ai reçu avant-hier sur mon ordinateur cette déclaration qui vient sur la littérature jeunesse. La culture est un droit essentiel, un droit de partage, un droit de chaque citoyen, le pilier de la socialisation. Puis ça continue, et la littérature de jeunesse plus particulièrement, etc. Alors, il me semble qu'il y a des paradoxes à un peu surmonter autour de la notion de culture, et j'ai repéré, pour faire vite, je dirais 3 grands usages dans la manière de parler ordinaire. La première, c'est de prendre la culture comme une réalité objective. La culture, apprendre. Entrer dans la culture, comme on dit, comme si c'était entrer dans un musée, par exemple, vous entrez dans un lieu. Et c'est ce que vous voyez dans les pages des journaux où il y a l'intitulé « Culture » en haut, vous avez lu « Politique »,« Économie », etc. Et il y a « Culture ». Et c'est spectacle, c'est publication, c'est le monde des livres, ou c'est le ministère de la Culture avec patrimoine et création, médias audiovisuels, spectacles vivants, tout ce que vous voudrez. Alors, les objets sont soit gratuits, soit payants. On produit des objets, même quand ce sont des spectacles. Ils sont à sélectionner, à acheter, à voir, à entendre, à utiliser, à visiter. Donc, la différence... Donc, il y a un marché, mais la différence avec le reste du marché, c'est que les offres sont des offres de prototypes, c'est-à-dire qui se renouvellent régulièrement, qui sont toujours nouveaux, même quand ce sont des séries, et qui ont une valeur symbolique autant que marchande. Alors, accéder à cette culture, ça suppose de choisir, ça suppose d'avoir des loisirs et, le cas échéant, de l'argent. Ça s'appelle la consommation culturelle. Puis il y a un deuxième sens qui est plutôt quand on se met du côté des individus qui accèdent ou pas à ces domaines culturels, c'est l'expérience subjective d'un savoir en cours d'acquisition, on se cultive, ou à qui on est cultivé. Alors, la personne cultivée opposée à la personne inculte, on a toujours des métaphores économiques, hein, la richesse et la pauvreté, et c'est intéressant de savoir quelle est la limite de validité de cette métaphore. Alors, savoir et pratique culturelle résultent d'une fréquentation d'un objet culturel qui permet progressivement son appropriation. Bon, on verra dans l'école ce que ça peut produire, mais cette appropriation, elle est singulière, elle est toujours en relation avec des pairs qui vous aident ou qui vous découragent en disant c'est complètement ringard d'aimer ce que tu aimes, ou au contraire c'est génial. Et puis aussi avec des mentors, le cas échéant. Alors la lecture, les concerts, le musée, le théâtre, les films, etc. Alors certains de ces objets, seulement certains,
font partie du corpus scolaire. C'est-à-dire qu'ils ont deux lieux d'implantation, l'extérieur de l'école et l'intérieur de l'école. Alors, depuis 50 ans, les années 70, à la définition de la culture avec un C majuscule, s'est progressivement substitué les cultures, puisque sont apparus dans le champ de la fréquentation possible de multiples lieux culturels, d'objets qui étaient illégitimes dans l'école, mais considérés comme légitimes dans l'espace social, plus ou moins, et que les anthropologues nous ont fait reconnaître comme des domaines d'investissement de l'activité humaine. Et du coup, aujourd'hui, on parle très couramment des cultures sportives, des cultures religieuses, politiques, professionnelles, scolaires, même de la culture scolaire, mais des cultures locales, des cultures internationales, bon, tout ce que vous voudrez. On a une dissémination complète des lieux culturels avec des objets en concurrence et des impositions industrielles, le showbiz. C'est sûr que les jeux vidéo, c'est pas géré de la même manière que les danses folkloriques du Pays Basque. Alors, la fragmentation de ces réalités culturelles intègre des positionnements hiérarchiques. C'est sûr qu'il y en a qui sont considérés comme plus légitimes, plus égales que d'autres, et puis aussi des positionnements éclectiques. C'est-à-dire que là, les nouvelles études sur, disons, du Bourdieu troisième génération, c'est de considérer que les classes supérieures ne sont pas simplement dans une relation hiérarchique aux cultures, mais aussi dans une position éclectique, et que c'est aussi bien d'aimer à la fois, alors j'allais dire le rock, mais le rock c'est has-been. Non, justement, c'est redevenu c'est redevenu sur le... Et la musique classique. Donc là, la culture est une expérience assumée durablement qui relie des objets, des conduites et des groupes de pairs à des pratiques qui font sens pour celui qui le pratique. Mais sa valeur sociale n'est pas forcément assurée. Et elles ne sont qu'en partie imposées par l'école, donc il y a toujours la nécessité de penser une liberté de choix d'appropriation. Puis du coup, je viens sur la culture scolaire. Alors, elle est le processus imposé d'appropriation en cours au fur et à mesure de la scolarité dans des curriculums qui nous font problème. Voilà, à travers des modalités d'enseignement disciplinaire qui nous font problème aussi, si j'ai bien compris ce qui s'est dit ce matin. Elle est instituée et donc on a des contraintes de situation très fortes. On a un public captif, donc il n'y a pas de choix. Deux, on a un temps limité, et il est le même pour tout le monde, alors que les temps d'appropriation sont infiniment hétérogènes d'un élève à l'autre. Il y a des choix et des exclusions qui sont institués, même s'il y a des évolutions relativement lentes. Je veux dire que ce n'est pas le même corpus de textes littéraires qu'on étudie en 1960 et aujourd'hui. Et il y a des obligations de contrôle, alors surtout moyens, avec des modalités diverses, et qui apparemment se sont, si on regarde l'histoire des exercices scolaires, prodigieusement renforcés, plutôt que diminués. Je dirais que Pronote va être considéré comme un objet culturel typique de l'évaluation XXe siècle. J'arrive à ma dernière minute. On ne peut pas à la fois gagner en surface et en profondeur. Si on est sur le modèle de la culture approfondissement, on va être sur la réitération du même et sur l'augmentation, la thèse, en gros. Voilà. J'ai un objet et puis je vais aller jusqu'au bout. Si on est dans le modèle bibliothèque, on est sur l'enrichissement et la multiplication des entrées. Il faut renouveler le corpus, il faut varier les choses. C'est le modèle plutôt CDI, bibliothèque. Et la question, c'est qu'on risque dans les deux cas soit la superficialité, soit l'hyperspécialisation qui enferme, soit la superficialité qui donne de la socialité, mais de surface. Donc ma question, c'est de penser comment la culture scolaire, qui a cette construction historique dont on hérite, dont les profs héritent, voilà, et les transmetteurs qui sont un personnel spécialisé, ont à transmettre à travers la culture qu'ils ont reçue, à des jeunes générations, une culture qui est à inventer, qui est en partie à inventer. Et c'est, à mon avis, cette contradiction que, d'une certaine manière, nous avons discuté ici
pour penser le passage de l'école de la fracture à l'école de la culture. Je poursuis la réflexion entamée par Anne-Marie. Je voudrais juste insister sur un mot qui ne figurait pas dans le premier document qu'on avait projeté. C'est bien quelle école pour faire entrer tous les élèves dans la culture de l'humanité. Le tous les élèves, on l'avait un petit peu gommé, mais j'y insiste, c'est peut-être le plus important. Et donc, s'interroger sur le type d'école que supposerait un tel projet pour tous les enfants d'une génération est, à mon avis, à interpréter comme bousculant beaucoup des échelles spatiales et temporelles qui situent habituellement l'école comme le produit d'une culture particulière, inscrite dans une langue, une histoire, un espace national, des traditions multiples plus ou moins identifiées. Ce dont témoigne d'ailleurs une grande partie des programmes actuellement encore en vigueur. Il s'agit donc bien de mener une réflexion d'une part sur la nature même de la culture scolaire, ce qu'Anne-Marie vient d'amorcer à l'instant, et d'autre part sur ce que devraient être les traits majeurs d'une école qui aurait l'ambition, par ce qu'elle enseigne et par la façon dont elle le fait, de mieux introduire de l'humain et des valeurs de l'humanité dans ses enseignements pour répondre aux défis contemporains qui sont de plus en plus des défis du monde et pas seulement des défis des nations. C'est ce qui crée, à mon avis, une partie des difficultés. Et je voudrais citer quelques-uns de ces défis. L'écart croissant des mondes entre les plus pauvres relégués et assignés dans des quartiers plus ou moins abandonnés et regroupés dans des établissements scolaires où il est très difficile de les faire réussir, et de l'autre côté, les plus riches qui profitent de tous les avantages culturels et éducatifs des zones résidentielles. Évidemment, cet écart croissant est en soi un problème qui n'est pas simplement celui de la société française, qui est celui d'un très grand nombre de sociétés développées ou non aujourd'hui. Et je constate d'ailleurs que s'agissant des zones résidentielles, qu'elles sont de plus en plus inaccessibles même aux classes moyennes. C'est aussi la nécessité de prendre en compte les évolutions de la famille. On l'a un petit peu suggéré ce matin, mais je pense que c'est un sujet qui est souvent sous-estimé. Les évolutions du couple, les évolutions de la famille, qui multiplient les familles monoparentales, les enfants écartelés, les déménagements incessants, l'éloignement domicile-travail et les problèmes éducatifs découlant de la flexibilité du travail et de l'atomisation des liens parentaux. Troisième chose, des phénomènes de violence anciens mais révélés aujourd'hui, qui deviennent des phénomènes quasiment nouveaux, sont perceptibles dans nos sociétés, notamment les phénomènes de violence qui affectent les femmes, et pas seulement, leur infériorisation systématique dans la société, sur tous les plans, créant des difficultés insurmontables qui rejaillissent aussi sur leurs enfants. Et également le développement de conflits généralisés à l'échelle du monde qui multiplient le nombre des réfugiés, mal accueillis, maltraités, otages de tous les discours racistes et xénophobes, et évidemment interpellation au plan de l'éducation des enfants qui nous arrivent ainsi, mais interpellation aussi des citoyens qui doivent adopter une conduite relevant de notre slogan égalité, liberté et fraternité. Le développement donc de ces conflits et qui crée des métissages culturels qui influent l'école. Quand on enseigne dans des collèges où il y a 13 nationalités différentes, la question de l'interculturalité, de la connaissance de l'autre, du respect de l'autre, de l'intérêt qu'on lui porte se pose de façon majeure, comme cela se posera dans la société pour des adultes. Je voudrais dire enfin que les questions du réchauffement climatique, le libéralisme informationnel qui ravage la planète, tout cela a évidemment des conséquences, y compris sur la jeunesse, qui fait notamment
le libéralisme informationnel fait peser de lourdes menaces sur la démocratie et la manifestation de la vérité. Tout à l'heure, Mélanie citait un exemple de trouble que crée l'accès direct à une information pour des élèves peut-être naïfs, mais qui réagissent sans connaître les lois de partage entre la vérité et le mensonge. Donc comment armer les jeunes pour qu'ils comprennent ce monde et pour qu'ils puissent agir pour en redresser le cours? Le maintien de traditions scolaires anciennes n'a aucune chance de les y aider, à mon sens. Et l'école doit afficher clairement qu'il n'est aucune activité humaine méprisable et qu'il faut partout de l'intelligence, de l'écoute, du respect des différences, mais aussi de l'émotion, de la beauté, du travail enrichissant et non pas du travail servile. Et donc, elle doit permettre l'expérience, la mise en œuvre de la vie en société en favorisant dans la classe, dans l'établissement scolaire, la coopération, le travail collectif et en pourchassant la passivité et l'ennui. Et la question qui nous est posée maintenant, c'est de regarder un petit peu comment notre système éducatif se révèle capable ou incapable de penser une organisation des enseignements qui travaillerait explicitement l'apprentissage de la vie sociale et la formation des personnes en train de se construire, les deux étant les deux faces d'une même pièce. Les enseignements tournés vers l'expression personnelle et la formation de la personne sont systématiquement minorés et comptent pour peu dans le système d'appréciation et de sélection. C'est le cas, on l'a dit ce matin, de l'éducation physique et sportive, des langages artistiques, de l'expression littéraire et poétique, qui sont valorisés comme des atouts de l'épanouissement personnel dans les milieux favorisés, où l'on tient pour importantes les pratiques de production et consommation culturelle, mais sont des objets sans enjeu et sans portée dans le système éducatif. Il en résulte donc une hiérarchisation disciplinaire très normative qui fait des mathématiques, des sciences et des compétences d'expression écrite et orale, en français et parfois en anglais, l'essentiel de ce qui compte dans le curriculum des élèves, ce que nous avons appelé avec Anne-Marie la culture PISA. Nous proposons quelques pistes ou au moins quelques questionnements pour essayer de reconstruire un curriculum commun et équilibré, sensible aux particuliers et à l'universel. D'abord, comment faire en sorte que notre éducation repose moins sur le discursif et le déductif et davantage sur l'inductif et l'agir, les arts du faire. Pour former le citoyen du monde, ne faudrait-il pas une plus grande ouverture sur les cultures du monde et la compréhension interculturelle? Quand on voit des programmes de littérature, par exemple, qui n'accordent aucune place aux littératures étrangères, même les plus célèbres, on peut évidemment se poser des questions. Comment faire en sorte de retravailler l'identité collective comme une contribution et un enrichissement de la culture du monde, car il ne s'agit pas de les opposer? Comment faire en sorte que l'enseignement des sciences soit moins désincarné? Comment faire en sorte que, du point de vue de l'apprentissage de la langue nationale, la nécessité de dire la norme ne fasse pas négliger aussi les variations qui peuvent avoir un sens et qui peuvent être aussi des points d'accroche pour attirer au moins l'attention et l'intérêt des élèves et la réflexion des élèves sur la langue qu'ils sont obligés d'utiliser. Voilà, donc je pourrais continuer la liste, notamment sur les technologies, sur l'information, sur les méthodes de travail, sur la nécessité de former à des postures, à des ordres et des actes de pensée qui appellent un développement vraiment de la pensée réflexive. Terminer en faisant une petite citation de Michel Serres que j'ai trouvé dans son dernier livre sur La Fontaine, son livre posthume. Il dit: en général, une culture se construit au carrefour d'autres cultures et ne découvre son essence qu'en s'ouvrant à tous les vents. Divine surprise, ce que vous appelez identité ne se définit qu'en cumulant des altérités. Qu'est-ce que l'identité? L'intersection d'appartenance. Merci.